bonjour. Merci également à Vincent Gautret pour cette belle invitation. Alors, je continue évidemment sur le même thème, mais le pendant canadien et non québécois. Donc, rapidement, pour le secteur privé, donc finalement, les lois qui s'appliquent au Facebook et au Google de ce monde, on a une loi fédérale, la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques qui s'appliquent à moins qu'une province ait adopté sa propre loi. Donc, au Québec, nous avons adopté une loi qui a été jugée comme étant substantiellement similaire. C'est la même chose pour les deux provinces de l'Ouest canadien, Alberta et Colombie-Britannique. Ceci étant dit, il y a eu beaucoup de changements récemment au niveau de la loi fédérale, donc la loi sur la protection des renseignements personnels des documents électroniques. Donc, j'ai vraiment mis l'emphase sur la loi canadienne et non la loi québécoise. Et en fait, je m'inspire vraiment aussi également de Cambridge Analytica, le récent scandale dont tout le monde est nécessairement au courant. Et je pensais en fait vous parler, de m'inspirer du scandale pour faire valoir les changements en fait qui s'en viennent au Canada dans la loi fédérale. Sur toutes sortes de thèmes en fait qui touchent à ce type de situation-là, donc à la commercialisation des données. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Quels sont les enjeux qui vont découler? Quels sont les risques finalement qui restent? Alors, qu'est-ce qu'on n'arrivera pas finalement à régler peut-être là, finalement avec ces changements-là? Donc, c'est intéressant, on a vu la version européenne du problème, maintenant on va voir au Canada qu'est-ce qu'il y en est. Donc, plus précisément, je vais vous parler du consentement de l'utilisation de renseignements personnels à des fins secondaires ou services gratuits. Et également à l'enjeu des données qui sont publiquement disponibles. Donc, consentement, évidemment, le consentement a ses limites et vous en avez glissé quelques mots, là, évidemment, à ce sujet-là. Et en fait, Facebook n'est pas à son premier scandale. Alors, au fil des années, il y a eu toutes sortes de faux pas ou des situations qui ont choqué les utilisateurs, qui les ont dérangés. Et un des scandales que je trouvais bien intéressant, c'est un événement qui est survenu à l'été 2014. On l'appelle le Facebook Secret Mood Experiment. Et en fait, ce qu'ils avaient fait à cette époque-là, ils analysaient, il y avait une théorie qu'ils essayaient de tester. En fait, la théorie qu'ils essayaient de tester, c'était que si un utilisateur recevait dans son fil et les messages, les choses que les amis, finalement, dans le réseau ont mis en ligne, si ces messages-là sont plus positifs, est-ce que ça a un impact sur l'individu, le type de contenu qui va être mis en ligne par la suite? Et vice-versa, si les renseignements, les informations dans le fil de presse sont plutôt négatives, est-ce que ça va avoir un impact sur l'individu? Et donc, ce qu'ils ont fait avec un algorithme, ils ont manipulé ce que les gens voyaient. Donc, certains individus voyaient des choses, de bonnes nouvelles, je suis heureuse, promotion, nouvelle maison, alors c'est plein de bonnes nouvelles. Et à l'inverse, d'autres individus recevaient vraiment des messages plus négatifs qui étaient en fait filtrés avec un algorithme, certains mots-clés. Et ce qu'ils ont réalisé, alors ils ont réussi à tester finalement leur théorie. Ils ont dit les gens qui ont vraiment de l'information positive, après ça mettaient des informations positives en ligne et vice-versa. Les gens qui étaient exposés à des messages négatifs avaient plus tendance par la suite à mettre des messages négatifs. Donc, se sont fait critiquer. C'est une forme de manipulation, c'est une recherche avec des humains, c'est illégal, c'est peut-être non éthique. Et Facebook s'est défendu en disant, mais tout le monde a signé les modalités d'utilisation, mes modalités d'utilisation sont très claires. Je le dis, je suis transparent, je vais utiliser les données à des fins d'analyse, de testing and research. Donc, bref, c'est la limite du consentement. Le consentement est donné et de plus en plus, il y a des défis, évidemment, puis en plus, avec les nouvelles technologies, Internet des objets, ville intelligente et toutes sortes de technologies de plus en plus sophistiquées qui s'en viennent et ça va être vraiment un défi d'obtenir vraiment un consentement libre et éclairé. Pour la simple et bonne raison que l'individu n'a pas le temps dans sa journée là, de lire les politiques de vie privée qui sont très longues et aussi de comprendre peut-être la complexité de certains modèles d'affaires qui impliquent plus qu'un intervenant. C'est pas on fait affaire avec une entreprise, on fait affaire avec une entreprise qui elle a des intermédiaires, qui elle revend les données, etc. Ça devient trop complexe. Donc, le commissaire à la vie privée au Canada s'est intéressé à la question du consentement. Ils ont fait une consultation en mai 2016. D'ailleurs, j'avais soumis un document, j'avais participé à la consultation.
Et le rapport a été publié en septembre dernier. Et en fait, on ne remet pas en cause la notion de consentement. On n'ose pas, et j'ai l'impression qu'on veut s'assurer d'être aussi en ligne avec la règlement européenne qui entre en vigueur à la fin du mois de mai et qui continue finalement, qui perpétue ce modèle-là de consentement. Donc, on n'ose pas rien changer. Évidemment, on parle de consentement éclairé, donc on essaie de donner un guide, là. Il faut mettre de l'avant certains éléments clés afin d'obtenir un consentement éclairé. Et on parle il y a peut-être deux nouveaux éléments à souligner. On parle de tout ce qui est, on fait une distinction vraiment, tout ce qui n'est pas le fin non essentiel à la prestation du service. Donc, on essaie de faire une distinction entre j'ai un service, donc le prestataire de service va nécessairement avoir besoin de certains renseignements, mais tout ce qui n'est pas là, core, si je peux utiliser cet anglicisme-là, là, vraiment, qui est à l'extérieur de cette prestation de service-là, alors peut-être qu'il faudrait avoir un consentement plus du style oui ou non, il faudrait que ce soit vraiment clairement optionnel. Et on parle aussi du risque de préjudice pour l'individu. Ça, c'est un nouvel élément que le commissaire suggère finalement au législateur d'incorporer dans la loi lorsqu'on détermine le type de renseignement qu'on veut obtenir. Donc, on regarderait est-ce que l'utilisation et la finalité donc de la collecte ou de l'utilisation, est-ce qu'elle peut être utilisée pour discriminer l'individu, prendre une décision qui pourrait avoir un certain impact sur l'individu. Donc, il faut faire finalement un exercice pour déterminer quel type de consentement. Donc, je vous résume ça aussi, évidemment, sur cette page-là, on voit la forme de consentement, donc aussi serait également impactée par ces deux notions-là. Est-ce que c'est... Donc, on dit les renseignements personnels qui ne sont pas essentiels à la prestation d'un service, c'est plus difficile d'utiliser le consentement implicite nécessairement. Donc, on est en train de revoir finalement tout ce qui est utilisation secondaire. Et de plus, on offre certaines exceptions en matière de consentement. Analyse de dégâts de données. Donc, je trouvais ça intéressant. On dit dans certains cas, ce n'est pas réaliste d'obtenir le consentement. Donc, une organisation, une entreprise qui voudrait bénéficier d'une telle exception devrait toutefois respecter tous ces critères-là. Et j'imagine qu'au fil du temps, ils vont se raffiner, on va obtenir des précisions. Mais en bref, est-ce qu'ils sont nécessaires? Est-ce que c'est possible ou c'est compliqué d'obtenir un consentement éclairé? Est-ce que c'est possible, dans un certain cas, de collecter ou d'utiliser des données pseudonymisées? Donc, on enlève l'identifiant direct, on le remplace par un code, par exemple. Les avantages sociétaux, est-ce qu'ils l'emportent sur les ingérences de la vie privée? Donc, on va s'attendre finalement à ce que l'entreprise entreprenne une évaluation des facteurs de risque avant de pouvoir bénéficier d'une exception à la notion de consentement. On veut, évidemment, en tant que commissaire à la vie privée, on veut recevoir un avis, être avisé. Et il faut également avoir une certaine transparence. Donc, il faut aviser, dire, bon, voici ce qu'on fait. On n'obtient pas votre consentement, mais voici ce qu'on fait avec vos renseignements. Et il faut quand même permettre à la personne de s'opposer. Donc, une grande liste d'épiceries. On va voir comment tout ça évolue, mais quand même, je le mentionne parce que je pense que c'est pertinent dans le contexte de l'analyse de la commercialisation des données dans un contexte numérique. On parle également de zones interdites, même avec l'obtention du consentement. Donc, et ça, c'est toujours un peu, je vous dirais, l'inquiétude qu'on a avec le modèle du consentement, c'est de dire, bien, si on met une croix sur ce modèle de consentement-là, parce qu'on trouve que ce n'est plus un modèle qui est viable à cause des nouvelles technologies, etc., on se retrouve finalement à avoir des lois qui vont venir interdire certaines pratiques. C'est comme une approche peut-être un peu plus paternaliste, on va dire, l'individu n'a plus le choix. On lui impose finalement ce qui est acceptable ou non, parce qu'on prend la position qu'il n'est plus capable de faire ce choix. C'est rendu trop compliqué, ce n'est pas réaliste, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a cet enjeu-là. Ceci étant dit, peut-être qu'on va arriver à attraper avec des zones interdites là, certains risques. Donc, si on regarde les exemples, et en fait, ils ont publié un document où ils donnent plus en détail le type de situation qui serait jugé comme étant des collectes ou des utilisations inacceptables, donc non raisonnables. Et entre autres, je voulais attirer votre attention à le deuxième exemple qui parle de profilage, catégorisation donnant lieu à un traitement injuste
contraire à l'éthique ou discriminatoire. Donc, est-ce que finalement l'utilisation qui a été effectuée des données dans le contexte du scandale de Cambridge Analytica, est-ce que ça aurait été visé par ce type de restrictions-là au niveau des zones interdites? Peut-être. Donc, je me questionne et je me dis peut-être que ça vise justement à adresser le type de situation qui est récemment survenue avec Facebook. Au niveau de l'utilisation à des fins secondaires, le gouvernement a fait une consultation en 2017 dans le contexte de la mise à jour de la loi fédérale. Donc, je pense qu'il y a une soixantaine, 60-70 experts qui sont venus témoigner. Je suis allée, des experts du secteur privé, des secteurs de certaines industries, assurance, publicité, les gens de l'Association canadienne de la publicité, etc. Donc, il y a toutes sortes d'individus, aussi des gens qui font partie du CPIC à Ottawa, donc vraiment qui ont la perspective du consommateur. Donc, ils ont fait beaucoup de professeurs également. Ils ont publié leur rapport en février dernier et donc, ils nous donnent plusieurs recommandations et dans certains cas, ça fait écho finalement au rapport sur le consentement du commissaire à la vie privée. Des fois, ça va un petit peu plus loin. Donc, au niveau de l'utilisation secondaire, je travaille avec un avocat au bureau et lorsque le rapport, c'est une centaine de pages, est sorti, il me dit « Ah, ben moi, je vais faire un bulletin. » Donc, je le lis et puis je résume. Donc, il vient me voir, il me dit Bien, en matière d'utilisation à des fins secondaires, là, ça sera plus. Normalement, c'était très connu, on avise beaucoup d'entreprises, ce n'est pas des renseignements sensibles, mais c'est un droit de retrait, donc un consentement de type opt-out. Mais finalement, il fallait être transparent, utiliser des renseignements non sensibles et s'assurer que la personne peut facilement se désabonner là, ou se désister à l'utilisation secondaire à des fins marketing, par exemple. Il me dit, ça a changé. Maintenant, ils vont faire la promotion plus d'un consentement opt-in pour ces utilisations secondaires-là. Je dis, mais ça se peut pas, c'est impossible. Retourne lire le document. Il dit, non, j'ai bien lu. Alors, je l'ai relu et j'étais juste surprise parce que la jurisprudence était très claire et c'était vraiment, je dirais, la position. Puis en fait, je ne suis pas la seule à être surprise, là. Le Interactive Advertising Bureau du Canada, qui est la voix finalement des publicitaires, a également été surpris. Ils ont dit alors qu'est-ce que nos clients vont faire finalement ou nos membres qui veulent utiliser une relation d'affaires finalement pour faire la promotion de certains services, certains produits. Donc je vous dis, il y a des changements qui s'en viennent au niveau du consentement, du type de consentement qui serait jugé comme étant acceptable pour toute utilisation secondaire des renseignements personnels. Et évidemment, dans un contexte de plateforme Facebook, etc., qui offre un service gratuit, là, on se pose la question, dans quelle situation est-ce que le renseignement est nécessaire? Dans quelle situation est-ce que c'est vraiment plus une utilisation secondaire? Donc, ce qui m'amène au thème des services gratuits. Vous rappellerez, en 2009, il y avait une longue enquête du commissaire à la vie privée sur Facebook. À cette époque-là, c'était Elizabeth Denham qui était au commissariat de la vie privée, puis maintenant, elle s'est rendue la commissaire à la vie privée du Royaume-Uni. Donc, ils nous l'ont volée. Elle a fait un bout de temps en Colombie-Britannique et là, maintenant, elle est au Royaume-Uni. Et elle avait, en fait, donc, c'était le CPIC qui avait déposé une plainte et elle avait vraiment pris la peine d'analyser chaque pratique d'affaires pour voir est-ce que la pratique est raisonnable, est-ce qu'elle correspond finalement, oui, à la politique en matière de vie privée, aux modalités d'utilisation, etc. Est-ce qu'elle correspond aussi à l'attente du consommateur finalement qui utilise la plateforme, les paramètres par défaut. Vraiment, là, c'était une analyse de services et de fonctionnalités, les paramètres, etc. Et une des plaintes ou une des critiques du CPIC était le fait que Facebook impose finalement à l'utilisateur la réception finalement l'utilisation de ces renseignements personnels à des fins de publicité ciblée. Alors, l'argument du CPIC était de dire ce n'est pas nécessaire, on pourrait offrir une plateforme sans nécessairement forcer une publicité ciblée. Et la commissaire, à cette époque-là, avait pris la position que devant la gratuité du service de réseautage social pour Facebook,
Je trouve raisonnable qu'on oblige les utilisateurs à consentir à la publicité Facebook comme condition de service. Donc, je trouve ça intéressant. C'est il y a 9 ans. Est-ce qu'on serait arrivé à la même conclusion aujourd'hui? C'est clair que c'est pas le même niveau de personnalisation qu'on avait avant. C'était un peu personnalisé. Maintenant, il y a des réseaux, c'est rendu très sophistiqué. On va visiter un site web, on se retrouve sur Facebook, on voit la publicité, on voit même un item peut-être qui est dans notre panier qu'on a laissé, là, une transaction qui est non finalisée. Donc, c'est devenu beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus ciblé. Alors, je m'interroge et c'est clair qu'un des enjeux, c'est comme si pour beaucoup de ces grosses plateformes-là, mais on n'a jamais vraiment eu la conversation. Hein? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on veut que ces services-là soient des services gratuits? Est-ce que c'est acceptable? C'est comme si à la base, c'était un peu ciblé, là, c'est devenu de plus en plus ciblé. Est-ce qu'il est trop tard finalement pour réouvrir cette question-là? Je pose la question et je trouvais ça intéressant. Ça coûterait combien Facebook si on enlevait la publicité? On parle de 14 $ par mois, 168 $ annuellement. Donc, je suis curieuse. Alors, dans la pièce, de ceux qui sont... combien d'entre vous sont physiquement sur Facebook, ont un compte Facebook? Quand même. Et de vous, qui paierait le 168 $ par année? Oui, ben moi je le paierais, mais tu sais, c'est comme une discussion à avoir. Je le paierais si tout le monde reste sur Facebook. C'est clair que si tout le monde s'en va, c'est moins pertinent. C'est comme un. Donc, bref, je trouve ça intéressant de mettre un prix finalement à la gratuité finalement du service. Et en fait, je voulais porter votre attention à 2 décisions récentes de la dernière année. Qui démontre un certain, je dirais qu'il y a de moins en moins de tolérance envers les modèles d'affaires proposant des services gratuits, jusqu'à un certain point. Donc, la première décision, c'est une décision de la Cour suprême dans l'affaire d'Ouest contre Facebook. Donc, c'est une action collective qui avait été intentée en Colombie-Britannique contre Facebook. Il y a déjà de ça plusieurs années. C'était une fonction qui a été désactivée depuis, ça s'appelait les Sponsored Stories, donc utilisait l'image d'un individu et puis il disait par exemple, votre ami propose un certain produit, donc utilisait l'image finalement d'un ami pour faire la promotion d'un certain produit. Donc en Colombie-Britannique, il y a une loi qui s'appelle la Privacy Act, qui a une disposition très similaire à celle qu'on retrouve à l'article 36 du Code civil du Québec en matière d'utilisation d'images, etc. Donc, Facebook a dit, vous avez malheureusement signé mes modalités d'utilisation, vous ne pouvez pas me poursuivre en Colombie-Britannique, donc poursuivez-moi en Colombie-Britannique. Et puis la Cour suprême a conclu que non, c'est un contrat qui est non négociable, take it or leave it. Il y a une inégalité du pouvoir de négociation, donc les résidents de la Colombie-Britannique devraient être protégés par la loi en matière de vie privée de la Colombie-Britannique et les tribunaux de la Colombie-Britannique sont les mieux positionnés pour pouvoir appliquer et mettre en œuvre cette loi-là. Donc, ils ont accepté finalement que la poursuite se poursuive et ait lieu en Colombie-Britannique. On ne parle absolument pas dans cette décision-là du fait que Facebook offre un service gratuit. On fait abstraction de ça, on prend la position que c'est un contrat d'adhésion et voilà. Et en fait, la position de la Cour suprême dans l'affaire d'Ouest Facebook a inspiré la Cour supérieure du Québec dans une autre décision de dommages contre Yahoo de septembre dernier. Et en fait, situation plus ou moins similaire, il y avait un bris de sécurité, vous vous rappellerez, en 2013, en 2014, impliquant tous les membres de Yahoo qui ont une messagerie électronique gratuite. Donc, il y a une action collective qui a été déposée au Québec. Et encore une fois, les mêmes arguments, Yahoo de dire non, vous ne pouvez pas me poursuivre au Québec. Et la Cour supérieure de dire non. Je sais qu'il y a une décision Saint-Arnaud contre Facebook qui mentionnait effectivement que les tribunaux locaux n'avaient pas juridiction, mais on a changé d'idée. C'est un peu, on ne va pas dire dans ces termes-là, mais en fait, c'était un peu la position. Il disait, c'est des services gratuits, mais c'est dans un contexte commercial, il y a de la publicité, etc. Donc,
c'est comme s'il y a une tendance où est-ce que, OK, c'est bien beau les services gratuits, on comprend qu'il y a des modalités d'utilisation et des politiques en matière de vie privée qui sont applicables, qui sont acceptées, mais malgré ça, on a envie de protéger et d'appliquer, là, si possible, les lois locales en matière de protection de renseignements personnels. Donc, mon dernier point, je sais que le temps file, données publiquement disponibles. Donc, au niveau du gouvernement, on mentionne, en fait, la loi fédérale a un règlement qui précise les règlements auxquels le public a accès et dans le rapport du comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique, on dit c'est pas neutre d'un point de vue technologique, il faut mettre à jour finalement ce règlement-là qui vise vraiment les données qu'on retrouvait dans un annuaire, par exemple, etc. Donc, pour que ça soit plus, ça reflète mieux finalement la réalité d'aujourd'hui, la réalité digitale d'aujourd'hui. En Ontario, le Privacy Regulator, OIPC de l'Ontario, en mai 2017, donc il y a un an, il a publié un rapport en matière de big data. Et puis, ils disent Consider treating any publicly available personal information involved in your big data project the same as non-public personal information. Les gens souvent ont l'impression que c'est disponible, donc c'est correct, je peux les utiliser, je peux les analyser, je peux les revendre. Mais on a une mise en garde l'Ontario, puis en fait, le commissaire à la vie privée, dans son rapport de septembre, fait également une mise en garde à ce niveau-là. Nous faisons une mise en garde contre la fausse idée, souvent véhiculée, que les renseignements personnels ne présentent aucun intérêt sur le plan de la protection de la vie privée, simplement parce qu'ils sont généralement accessibles en ligne. Un article très intéressant qui a été publié l'été dernier par deux professeurs américains sur les données publiquement disponibles. Et en fait, dans leur recherche, il y a des sondages. Donc, ils disaient, si les données proviennent de cette source-là, ils sont analysés de cette façon-là, est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est non acceptable, pour essayer de comprendre là, quelles sont les attentes du consommateur moyen. Est-ce que c'est plus acceptable d'utiliser ou de réutiliser des données du fait que ces données-là sont publiquement disponibles? Puis en fait, la réponse était non. Les gens ont quand même une certaine attente dans leurs renseignements personnels qui sont publiquement disponibles. Donc, ce n'est pas parce que c'est facilement accessible que c'est nécessairement acceptable ou raisonnable de les utiliser et de les analyser, de les réutiliser, etc., dans un contexte de commercialisation. On regarde souvent la source. Donc, est-ce que ça vient d'un site gouvernemental légitime, plus acceptable que si ça vient justement, vous parliez de data broker, de courtier en données, etc. Les gens étaient plus, les consommateurs, il y avait un sentiment plus d'intrusion lorsque les données transitaient par l'entremise d'un courtier. Et un autre point rapidement, le Younger Respondents, donc les Digital Natives, ceux en bas de 35 ans, avaient quand même beaucoup à dire, étaient très inquiets de l'utilisation de leurs données. Donc, des fois, on a l'impression que c'est un truc générationnel, mais non, selon cette étude-là, même les plus jeunes étaient inquiets et avaient un malaise à certains égards. Rapidement, je trouve cette décision-là, ce dossier-là, parce qu'il n'y a pas encore de décision, c'est encore en cours, mais c'est très intéressant. C'est une compagnie en matière de data aggregation, donc c'est un genre de forme de courtier finalement. Eux autres, ils sont allés, en anglais on dit scrapper, ils sont allés voler finalement les données de LinkedIn. Ils les analysent, ils reproduisent par la suite des statistiques, ils revendent ça. Et LinkedIn est en guerre avec eux. Et en fait, c'est pas la première fois qu'ils se font poursuivre. Il y avait Craigslist à l'époque aussi qu'ils avaient poursuivi. Donc, ça vous démontre que il y a plein d'enjeux avec les données publiquement disponibles. Puis des fois, c'est pas des données hyper sensibles, les données qu'on met sur LinkedIn, mais quand même, il était démontré que dans certains cas, on arrive à démontrer que la personne risque de changer d'emploi, si elle change son statut, elle fait l'achat d'un nouveau service sur LinkedIn. Donc, quand même, il y a des choses relativement sensibles qui peuvent découler de ces données-là. Et un autre point que je voulais faire valoir, c'est toutes en matière d'intelligence artificielle, et les algorithmes et les technologies d'analyse, de plus en plus, on peut découvrir des données additionnelles, des données qui se trouvent déjà publiquement disponibles. Donc, c'était une étude qui disait que maintenant, on était capable, avec des outils, de
déterminer l'orientation sexuelle d'un individu simplement par sa photo. J'ai pas du tout testé la méthodologie, tout ça, mais mon point, c'est que il y a plein de photos qui sont publiquement disponibles, on se pose pas de questions, mais finalement, avec les outils qui sont rendus disponibles, il faut peut-être revoir tout le concept de données publiquement disponibles, de consentement d'utilisation légitime, etc. Et j'aimais beaucoup cette décision-là. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une décision de la Cour fédérale. C'est un site roumain qui était venu prendre les décisions qui se trouvent sur le site de Canly et qui les mettait en ligne. Donc, les décisions sur Canly ne sont pas répertoriées par le moteur de recherche. Donc, si on cherche le nom d'un individu, mais normalement, il faudrait, pour savoir s'il y a eu des procédures de divorce, et c'est ça va être vraiment, il faut aller carrément sur le site de Canly. Là, dans le contexte d'une simple recherche par l'entremise du moteur de Google, on peut accéder des jugements. Alors, imaginez les données sensibles qui peuvent résulter de ces jugements-là. Des fois, c'est des poursuites avec un employeur qui vont parler de l'état de santé mentale, divorce, situation financière, etc. Tout le monde attendait, on dit, mais qu'est-ce que le commissaire à la vie privée va faire avec ce modèle d'affaires-là qui disait aux individus, on met vos données en ligne, vos données sont déjà disponibles de toute façon, hein, dans une société démocratique, les jugements sont publiquement disponibles, c'est connu, c'est un principe de base. Donc, si vous voulez que je les enlève, vous devez me payer, si vous voulez que je les enlève rapidement, vous devez une prime, il fallait payer un petit peu plus cher, donc c'est une forme de modèle d'affaires de type extorsion. Alors, on attendait de voir quel angle le commissaire à la vie privée va prendre. Il n'y a pas de consentement, mais c'est des données qui sont déjà disponibles. Donc, on a utilisé 5.3, hein, qui est le test finalement de raisonnabilité. En fait, c'était une pratique qui n'était pas, je dirais, légitime. Peut-être de plus en plus, on va devoir utiliser finalement cet article-là pour aller bloquer peut-être certaines utilisations qui sont considérées comme non éthiques ou inacceptables ou non désirables pour la société. Et finalement, avant de conclure, dernier enjeu de l'affaire Cambridge Analytica, je pense que c'est vraiment l'utilisation des renseignements personnels dans un contexte d'élection. Hein? Je pense que c'est ça qui a dérangé. Les gens se sont dit, on est manipulé dans le contexte de fake news, etc. On est manipulé lorsqu'on s'en va voter. Et ça, c'est une manipulation, une perte de contrôle, je pense, qui a beaucoup dérangé. Donc, un petit clin d'œil, il y a plusieurs années, Colin Bennett avait été mandaté avec un ou deux autres professeurs pour soumettre un rapport au commissaire à la vie privée sur les enjeux avec de la vie privée des partis politiques. Et à cette époque-là, je pense qu'en 2012, il disait clairement les partis politiques fédéraux ne sont pas soumis ni à la loi du secteur privé, ni à la loi du secteur public. Ils tombent un peu entre les mailles du filet, entre deux chaises. Donc, évidemment, il s'est beaucoup intéressé à cette question. Là, évidemment, on s'est empressé au gouvernement de déposer un projet de loi. Le projet de loi est critiqué. Donc, bref, il va sûrement avoir aussi des changements là, à cet égard. Donc, merci.